Bienvenue, chers élèves de la 4e année lettres, dans cet espace d'apprentissage. Je me présente, moi Janaïfa, professeure de français au lycée Taïeb Mhiri Sfax 1. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée à une activité de langue dans le cadre du module numéro 4, inscrit dans le domaine Regard sur la société d'aujourd'hui et intitulé À la lumière de la raison. Je vous rappelle, chers élèves, que ce travail autour du module 4 est conçu et élaboré en collaboration avec ma collègue, Madame Sondarqiq, professeure de français au lycée Hedi Shakers Sfax 1. On doit l'encouragement et l'encadrement pédagogique à notre inspecteur, M. Mounir Dammaq. Alors, pour commencer, on va lire le texte support pour notre séance d'aujourd'hui. C'est un texte qui figure dans vos manuels à la page 194-195, chers élèves. Donc, c'est le texte de Jean Rostand. Je lis le texte. L'homme avait jusqu'ici le sentiment qu'il logeait dans une nature immense, inépuisable, hors de mesure avec lui-même. L'idée ne pouvait lui venir qu'il aurait un jour à aménager, à épargner cette géante, qu'il lui faudrait apprendre à non pas gaspiller les ressources, à ne pas la souiller en y déposant les excréments de ses techniques. Or, voilà que maintenant, lui si chétif et qui se croyait si anodin, il s'avise qu'on ne peut tout se permettre envers la nature. Voilà qu'il doit s'inquiéter pour elle des suites lointaines de son action. Voilà qu'il comprend que même dans une mer toujours recommencée, on ne peut impunément déverser n'importe quoi. Locataires consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. L'humanité n'est pas une passante. Un poète a dit « naître, vivre et mourir dans la même maison ». Il y a apparence que le sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même planète. Jean Rostand, Inquiétude d'un biologiste, 1967. Je vous rappelle, chers élèves, que ce texte support a été exploité pendant la séance de vocabulaire. Et je vous rappelle que dans ce texte, Jean Rostand fait un double constat concernant l'attitude de l'homme envers la nature, à savoir l'attitude de l'irresponsabilité concernant le passé et l'attitude de la prise de conscience et de la sagesse au présent, lorsqu'il prend conscience de la gravité de son action au passé. Cette opposition au niveau de l'attitude de l'homme entre le passé et le présent, on l'a étudié lexicalement. Aujourd'hui, on va étudier cette opposition à travers l'étude des modes et des temps et de la concordance des temps. Pour commencer, je vous présente donc des verbes relevés du texte de Jean Rostand, d'accord, pour faire un rappel de certains modes et temps, bien sûr. Voici le tableau, là où il y a les verbes. Donc, dans cette première partie, nous avons les modes personnels. Je vous relève donc les verbes. C'est à vous de trouver le mode et le temps correspondant à chaque verbe. Puis, dans la deuxième partie, nous avons les modes impersonnels. Donc, première série de verbes, vous avez avait, logé, pouvait, croyez. Donc, bien évidemment, c'est le mode indicatif. Le temps, c'est bien sûr l'imparfait. Vous vous rappelez, hein? Aurait, faudrait. Bien sûr, c'est le mode conditionnel. C'est le conditionnel présent. Vous avez la troisième série de verbes, s'avise, peut, comprend, doit, c'est le mode de l'indicatif. Le temps présent, c'est le présent de l'indicatif. Nous avons un verbe dans le texte de Jean Rostand, a dit, donc c'est le passé composé du mode indicatif. Dernier verbe, donc en rapport avec ces modes personnels, dégradons. Vous remarquez bien que c'est l'impératif présent. Passons à l'autre liste de verbes. Donc nous avons venir, ménager, épargner,
apprendre, gaspiller, souiller, se permettre, s'inquiéter, déverser, naître, vivre, mourir, vous remarquez bien qu'il s'agit du mode infinitif présent. Puis vous avez en dépesant, c'est bien sûr le gérondif, et envahissant, c'est le participe présent. Donc, voici notre récapitulation concernant le rappel concernant les modes et les temps. Donc, en langue française, le mode d'un verbe indique la manière dont le locuteur envisage l'action qu'il exprime. Il existe 4 modes personnels, c'est-à-dire qui possèdent la désinence des personnes. D'accord ? Je vous présente ces 4 modes personnels. Puis on va voir l'autre liste de modes impersonnels. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le premier mode, bien sûr, c'est l'indicatif, mode personnel. Vous rappelez que le mode indicatif présente l'action dans sa réalité. Donc, voici le deuxième mode, c'est le subjonctif. Puis, vous avez le mode conditionnel et le quatrième mode personnel, c'est l'impératif. Alors, comme je vous ai dit, le mode indicatif souligne la réalité d'un fait qu'il situe dans une temporalité déterminée. On le trouve dans toutes les formes de discours, narratif, descriptif, explicatif et argumentatif. Contrairement au mode indicatif qui présente l'action dans sa réalité, le subjonctif présente l'action envisagée par l'esprit, par les sentiments. Donc, c'est le mode de l'éventualité et de l'affectivité, traduisant des idées envisagées par l'esprit ou des sentiments. Il est utilisé en particulier dans les textes argumentatifs. Mode suivant, personnel, le conditionnel. C'est un mode qui présente l'action qu'indique le verbe comme éventuelle ou dépendante d'une condition exprimée ou non. Et le dernier mode personnel, c'est l'impératif. C'est le mode de l'injonction. Il exprime l'ordre, le conseil, la prière, la défense, l'exhortation, la recommandation. Il apparaît fréquemment dans le discours argumentatif, surtout si le registre est didactique. Passons maintenant aux autres modes qui nous restent. 3 modes impersonnels, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de désinence de personnes. Alors, le premier mode, c'est l'infinitif, puis nous avons le participe et enfin le gérondif. Donc, l'infinitif, bien sûr, c'est une forme nominale du verbe exprimant l'idée de l'action ou de l'état, mais sans porter de marque de nombre et de personnes. Le participe, donc nous avons le participe présent et le participe passé. Le participe présent, il a une valeur de caractérisation active. Le participe passé qualifie le plus souvent un nom ou un pronom à la manière d'un adjectif. Le gérondif, donc c'est le participe présent, d'accord, précédé de en. Il sert à exprimer la manière, la cause, le temps. Alors, on doit rappeler que les modes comportent des temps simples et des temps composés, dont la fonction est de situer les faits exprimés par le verbe dans le passé, le présent, le futur, par rapport au moment de l'énonciation. Il situe aussi les faits les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire les temps composés expriment l'antériorité par rapport au temps simple. On rappelle à titre d'exemple les temps des modes suivants, l'indicatif. L'indicatif, ce mode possède 8 temps, 4 temps simples et 4 temps composés. Donc c'est le mode, comme on a dit, c'est le mode du réel. On peut donc classer ces temps sur l'axe suivant. Voici l'axe du temps. Là, on peut classer les temps de l'indicatif. Donc nous avons bien évidemment 3
temporalité. Bien sûr, le présent, puis le passé. Le passé comporte, comme vous le voyez, 5 temps qu'on va voir tout à l'heure. Le plus proche, donc, c'est le passé composé, qui a des conséquences, donc qui exprime des faits achevés, mais qui pourraient avoir des conséquences sur le présent. Nous avons un peu plus loin l'imparfait, un temps du passé qu'on utilise pour décrire et pour exprimer aussi des actions passées, mais qui durent dans le passé. Puis un peu plus loin encore, nous avons le passé simple. Donc, c'est le temps qu'on utilise pour exprimer des actions ponctuelles précises dans le passé. On l'utilise dans les textes narratifs. Encore plus loin, donc, nous avons le passé antérieur. Le passé antérieur, il est antérieur, bien sûr, au passé simple. Et plus loin, nous avons le plus que parfait. C'est le passé du passé qui peut marquer donc l'antériorité à tous les temps du passé. Puis, la troisième période dont on peut parler, dont on doit parler donc, sur cet axe du temps, c'est le futur, composé du futur antérieur, bien sûr. Antérieur à quoi? Bien sûr, antérieur au futur simple. Ces temps de l'indicatif, les 8 temps simples et composés, on peut les classer dans le tableau suivant. D'accord? Comme je vous ai dit, à chaque temps simple correspond un temps composé. Donc, la première colonne, nous avons les temps composés, ici les temps simples. Donc, le présent de l'indicatif lui correspond bien sûr le passé composé antérieur au présent. Le passé simple lui correspond le passé antérieur qui est antérieur au passé simple, bien sûr. L'imparfait lui correspond le plus que parfait qui est antérieur à l'imparfait. Puis, il nous reste le futur simple et le futur antérieur. Deuxième mode personnel qu'on va voir, c'est le subjonctif qui possède 4 temps. 2 temps simples et 2 temps composés. Donc les 2 temps simples, le présent et l'imparfait, et 2 temps composés, le subjonctif passé et le subjonctif plus que parfait. Pourtant, 2 seulement sont d'usage actuellement, c'est-à-dire le présent du subjonctif et le passé du subjonctif. Les 2 autres, l'imparfait et le plus que parfait, c'est-à-dire, sont réservés au registre soutenu. Troisième mode personnel, c'est le conditionnel, qui a un temps simple et un temps composé. Le conditionnel présent et le conditionnel passé qui est composé. Le mode exprime diverses valeurs. Ce mode conditionnel exprime diverses valeurs selon qu'il est employé dans une phrase simple ou dans une phrase complexe. Donc, je vous présente un exemple d'une phrase simple. Là, on utilise le mode conditionnel. Donc, la paix se rétablirait dans cette région. Ici, le conditionnel exprime un fait souhaité, un fait incertain. Dans l'exemple 2, et c'est une phrase simple, comme vous le remarquez, parce qu'il y a un seul verbe conjugué. La deuxième phrase, c'est une phrase complexe, là où nous avons 2 verbes conjugués. Je lis la phrase. Si la raison gouvernait les hommes, ils ne feraient point la guerre. Le conditionnel est bien utilisé dans la proposition principale dans cette phrase pour exprimer l'irréel du présent lié à une condition. D'accord? La condition, donc, ne se réalise pas parce que la raison ne gouverne pas réellement les hommes. Et donc, ils font toujours la guerre. D'accord? Ce qui nous mène à dire qu'il s'agit ici de l'expression de l'irréel du présent par l'emploi du conditionnel présent. Après ce rappel, on va nous entraîner à étudier le rapport chronologique, temporel entre les verbes, entre les temps verbaux dans des phrases complexes, notamment des phrases complexes contenant des subordonnées complétives. Donc, pour appliquer les règles de la concordance des temps. Donc, la concordance des temps, c'est la correspondance qu'il faut avoir entre les verbes
donc de la proposition principale et ceux de la proposition subordonnée. Donc, je vous propose des phrases tirées du texte de Jean Rostand ou inspirées de ce texte. Donc, à partir des phrases suivantes relevées ou inspirées du texte de Rostand, analysez le système des modes et des temps. Voici la première phrase. L'homme avait jusqu'ici le sentiment qu'il logeait dans une nature immense et inépuisable. Vous remarquez bien que dans cette phrase, nous avons le verbe de la proposition principale avait et le verbe de la proposition subordonnée loger. Les deux sont conjugués à l'imparfait. Un temps réel du mode indicatif, un temps du passé, lié au connecteur chronologique jusqu'ici qui marque l'énonciation. Donc, les deux verbes à l'imparfait sont antérieurs à ce connecteur chronologique, c'est-à-dire sont antérieurs au moment de l'énonciation. L'emploi de l'imparfait montre bien que l'action de l'homme au passé dure. C'est-à-dire, quelle action? On se rappelle, c'est l'inconscience de l'homme envers la nature, dure dans le passé. On va schématiser ce que nous avons déjà dit sur cet axe du temps. Voici l'axe de temps. Donc, bien sûr, on doit avoir les trois temporalités, le passé, le présent, le futur. Nos actions avaient et logé, l'imparfait, sont superposées, se sont déroulées en même temps, donc ce sont des actions simultanées. D'accord? Donc, la concordance des temps ici insiste bien sur un rapport chronologique de simultanéité, d'accord, dans le passé, ce qui dévoile la durée considérable de l'inconscience de l'homme et de son action nuisible envers la nature. On passe à la deuxième phrase. L'idée ne pouvait lui venir qu'il aurait un jour aménagé à épargner cette géante. Donc, nous avons le verbe de la proposition principale à l'imparfait, un temps du passé, donc, qui nous renvoie à l'action irresponsable et inconsciente de l'homme dans le passé qui n'a jamais prévu la répercussion de ses actions à l'avenir sur son environnement. Justement, donc, cette idée est indiquée par l'emploi de groupe nominal un jour, donc qui indique une action postérieure par rapport à l'action du passé. Donc, cette postériorité est exprimée par l'emploi du conditionnel présent. Schématisons cela sur notre axe de temps. Donc, le passé, le futur et le présent. Donc, les actions dans cette phrase nous parlent, ou les actions portent sur, bien sûr, le passé. Nous avons donc prouvé l'imparfait. Et ce qui est postérieur à cet imparfait, donc, c'est le conditionnel présent qui exprime bien l'idée du futur, du passé. Donc, comme je vous ai dit, le verbe de la proposition principale est conjugué à l'imparfait, temps du passé, marqué par l'insouciance et le manque de lucidité de l'être humain, vu qu'il n'a pas du tout pensé aux répercussions de son action nuisible à l'avenir sur la Terre, malgré son immensité. Justement, le groupe nominal « un jour » désigne un moment postérieur à celui de cette action inconsciente et irresponsable. C'est un futur par rapport au passé, ce qui explique l'usage du conditionnel présent. Dans ce cas, le conditionnel présent a une valeur de postériorité,
à une valeur temporelle. Donc, il s'agit ici d'un rapport de postériorité du verbe de la proposition subordonnée conjonctive par rapport à celui de la principale. Donc, le verbe de la proposition subordonnée est postérieur. C'est le rapport de postériorité. Passons au rapport chronologique suivant. À présent, l'homme s'avise qu'il a gaspillé les ressources naturelles et que son action était nuisible sur la planète. Cette phrase est introduite par l'expression temporelle à présent qui explique l'emploi du présent de l'indicatif. S'avise dans la proposition principale. Puis, nous avons dans la subordonnée les verbes conjugués à gaspiller, c'est le passé composé qui est bien sûr antérieur au présent. Et nous avons aussi le descriptif été par l'emploi de l'imparfait. Schématisons ces actions sur l'axe du temps. Donc, nous avons le présent s'avise. Ce qui est antérieur à cette action, c'est été et à gaspiller, qui concerne l'action inconséquente, inconsciente de l'homme au passé. Donc, cette phrase est introduite par l'expression de temps à présent qui justifie l'emploi du présent de l'indicatif s'avise. Ce temps verbal met l'accent sur la prise de conscience de l'homme contemporain qui réalise combien son comportement dans le passé manquait de sagesse et de clairvoyance. Cette idée se lie à travers l'emploi du passé composé, à gaspiller, et de l'imparfait descriptif été nuisible. Ces deux temps verbaux, placés dans deux propositions subordonnées, sont antérieurs au présent de la proposition principale. Donc, le rapport dans cette phrase chronologique, c'est l'antériorité de la proposition principale par rapport à la proposition, l'antériorité de la proposition subordonnée par rapport à la proposition principale. Alors, pour nous entraîner encore à appliquer ce rapport chronologique dans les phrases complexes, notamment des phrases complexes contenant des subordonnées complétives, je vous propose le tableau suivant, là où vous avez des phrases, vous devez conjuguer les verbes de la subordonnée pour assurer le rapport chronologique proposé dans la colonne 2. Sachant que le verbe dans ces propositions principales est conjugué au présent. D'accord ? Donc, lorsque le verbe de la principale est conjugué au présent ou au futur, alors pour assurer l'antériorité ou la simultanéité ou la postériorité dont on a parlé tout à l'heure, à quel temps faut-il conjuguer nos verbes ? Donc, notre première phrase, l'auteur croit que l'homme être irresponsable et qu'il, le verbe nuire, à la nature. La proposition principale, c'est l'auteur croit. La subordonnée, donc nous avons deux propositions subordonnées dans cette phrase, donc nous avons deux verbes à conjuguer. Le premier, c'est le verbe être, donc un verbe d'état, qui nous indique qu'il faut conjuguer notre verbe pour marquer l'antériorité au présent. C'est l'imparfait. Et l'autre verbe, c'est un verbe d'action pour marquer l'antériorité au présent. Donc, il faut utiliser le passé composé. A nuit. D'accord ? Donc, l'homme était irresponsable au passé et qu'il a nui à la nature. Deuxième rapport chronologique, donc il faut exprimer, c'est la simultanéité. Je vous rappelle, c'est que les deux actions, celle de la principale et celle de la subordonnée, se déroulent en même temps. Donc, notre proposition principale, l'auteur croit, toujours le verbe introducteur au présent, comme il est indiqué. La proposition subordonnée connaît le verbe pouvoir, tout se permettre envers la nature. Donc, pour marquer la simultanéité, il faut conjuguer bien sûr le verbe en même temps que celui de la principale, donc au présent, peut. Le troisième rapport chronologique, c'est la postériorité. L'auteur
croit, toujours le verbe introducteur au présent. La subordonnée que l'homme, le verbe pouvoir remédier à ses erreurs, ce qui est postérieur au présent, bien sûr, c'est le futur. Donc le verbe pouvoir au futur, avec la troisième personne du singulier, pourra. Une autre liste de phrases, maintenant avec le verbe de la proposition principale, donc au passé. Temps du passé, c'est-à-dire passé composé, imparfait, passé simple. Alors, première phrase, nous avons l'auteur a cru, croyait, cru, c'est-à-dire, ça peut être le verbe de la proposition principale au passé composé, a cru, croyait à l'imparfait, cru au passé simple. On va voir à quel temps on doit conjuguer le verbe de la proposition subordonnée, que l'homme être, le descriptif ici, est responsable et qu'il, verbe d'action nuire, à la nature. Pour marquer l'antériorité, bien sûr, à ces temps du passé, donc, on doit utiliser, bien sûr, le plus que parfait. Être, donc, c'est avait été, et bien sûr, nuit, il avait nuit. Deuxième phrase, toujours avec un verbe au passé, le verbe bien sûr de la proposition principale. Donc, pour marquer la simultanéité, donc, on doit utiliser ou bien sûr l'imparfait lorsqu'il s'agit d'un état, et on peut aussi utiliser, donc pour marquer cette simultanéité, on peut utiliser le même temps verbal utilisé dans la proposition principale lorsqu'il s'agit d'une action. Ici, on va choisir donc l'imparfait qui peut marquer la simultanéité par rapport aux autres temps du passé. Maintenant, on passe au troisième rapport chronologique, c'est la postériorité. Donc, l'auteur a cru ou croyait ou cru que l'homme, ce qui est postérieur à ces temps du passé, et c'est toujours dans le passé, c'est bien sûr le conditionnel à valeur temporelle. D'accord? Donc, le conditionnel présent du verbe pouvoir avec la troisième personne, c'est pourrait. Passons à d'autres phrases. Là, on va aussi donc exprimer les rapports chronologiques proposés dans cette colonne. Alors, mais cette fois-ci avec un verbe, avec le verbe de la proposition principale au présent ou au futur. Mais remarquez bien ici que le verbe de la proposition principale, c'est un verbe, comme on a dit tout à l'heure, qui indique un sentiment. D'accord? Donc, quel mode faut-il utiliser ici? Bien sûr, je vous rappelle qu'on a dit au début de la séance, il faut utiliser le mode subjonctif lorsque l'action est envisagée par l'esprit ou par des sentiments. Et il faut appliquer la règle, bien sûr, de la concordance des temps, ou le subjonctif présent ou le subjonctif passé. Donc, l'auteur souhaite que l'homme, le verbe prendre conscience de la gravité de son action. Donc, pour marquer donc, ce rapport chronologique de l'antériorité, alors il faut faire attention. Donc, antériorité par rapport au présent du subjonctif, bien sûr, par rapport au présent, il faut utiliser le subjonctif passé. Donc, du verbe prendre, l'auxiliaire, bien sûr, avoir au subjonctif présent, plus le participe passé du verbe. Donc, l'auteur souhaite que l'homme ait pris conscience de la gravité de son action, parce que l'action ici est antérieure au présent. Deuxième phrase, l'auteur souhaite que l'homme, le verbe prendre conscience de la gravité de son action. Il faut marquer la simultanéité ou la postériorité. Alors, bien sûr, il faut utiliser le mode subjonctif, puisque nous avons dans la principale le verbe souhaiter. Donc, on n'a que le subjonctif présent. D'accord? Donc, voici nos propositions. Et le verbe de la proposition subordonnée doit être conjugué au subjonctif
présent pour marquer ce rapport chronologique de postériorité ou de simultanéité. Donc, il faut noter ici que l'emploi ou le mode qu'il faut employer dans la proposition subordonnée dépend du sens du verbe de la proposition principale. Autrement dit, si le verbe de la proposition principale exprime la certitude, donc il faut utiliser le mode indicatif dans la proposition subordonnée. Et si le verbe de la principale exprime l'incertitude, il faut utiliser le mode subjonctif. Voici donc la récapitulation de notre remarque. Alors, le choix du mode dans la proposition subordonnée conjonctive complétive dépend du sens du verbe de la proposition principale. Ainsi, si le verbe de la principale exprime l'ordre, la crainte, le souhait, l'incertitude, le sentiment, sauf espérer. Espérer, c'est un verbe de sentiment, mais qui nécessite l'emploi du mode indicatif. Celui de la subordonnée est employé au subjonctif. Donc, voici un exemple. François de Closet ne pense pas que l'héritage de la civilisation occidentale puisse être accepté par les générations futures. Vous remarquez bien que dans cette phrase, dans la proposition subordonnée, on a utilisé le mode subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a dans la proposition principale, le verbe d'opinion penser est à la forme négative. Un verbe d'opinion à la forme négative exprime l'incertitude. Et ça nécessite l'emploi, bien sûr, du mode subjonctif. Mais notez bien aussi que ce verbe d'opinion, lorsqu'il est aussi utilisé dans des phrases interrogatives avec une inversion du sujet, il nécessite tout de même l'emploi du mode subjonctif dans la proposition subordonnée. Par contre, si le verbe de la proposition principale exprime la certitude ou l'assertion, celui de la subordonnée est conjugué à l'indicatif. Comme l'exemple suivant, certains philosophes pensent, estiment, affirment, c'est le verbe donc de la proposition principale qui exprime la certitude. Donc, estime que la civilisation de l'image a éliminé le contrôle personnel des individus. Donc, vous remarquez bien, dans la proposition subordonnée, nous avons le verbe conjugué au passé composé du mode indicatif parce qu'il s'agit donc de l'expression de la certitude dans la proposition principale. Alors, voyons un autre exemple. Donc, il est évident que la prise de conscience de l'homme générera des conséquences avantageuses sur l'avenir de l'humanité. Vous remarquez bien que dans cette phrase et dans la proposition principale, on a exprimé l'idée au moyen d'une tournure impersonnelle. Tout de même donc, le choix du mode dans la proposition subordonnée dépend du sens de cette tournure impersonnelle. Si cette tournure impersonnelle exprime la certitude, donc on doit utiliser le mode indicatif. Ici, on a utilisé le futur du mode indicatif parce que l'action porte sur l'avenir. Et si cette tournure impersonnelle exprime l'incertitude, donc on doit bien évidemment utiliser le mode subjonctif. Donc ici, nous avons la certitude qui nécessite l'emploi de l'indicatif. Voyons un autre exemple. Il est possible que l'environnement soit sauvé après cette prise de conscience. C'est pourquoi donc on a utilisé le mode subjonctif, parce que cette tournure impersonnelle, il est possible que, exprime l'incertitude. Voici la remarque donc. Lorsque la proposition principale est exprimée au moyen d'une tournure impersonnelle, le choix du mode dont la proposition subordonnée, conjonctive complétive, dépend du sens de cette tournure impersonnelle. Autrement dit, si la tournure impersonnelle exprime la certitude, on doit employer le mode indicatif dans la subordonnée, comme l'exemple numéro 1. Par contre, si la tournure impersonnelle exprime l'incertitude, on emploie le mode subjonctif, comme il est indiqué dans cette phrase 2. Maintenant, on va voir donc
une autre tournure impersonnelle, d'accord? La tournure impersonnelle, il semble que exprime selon le contexte de son usage et selon l'intention du locuteur ou la certitude ou l'incertitude. Dans ce cas, si le locuteur exprime la certitude, donc on doit utiliser le mode indicatif dans la subordonnée, complétif, conjonctif. Si le locuteur exprime l'incertitude, on doit bien sûr utiliser le mode subjonctif. Voici l'exemple 1. De nos jours, il semble que certains États se sont déjà engagés dans une guerre biologique. Donc, il s'agit ici de la certitude. C'est pourquoi on a utilisé le mode indicatif, passé composé du mode indicatif. Un autre exemple, le deuxième exemple, avec donc il semble que cette guerre biologique n'est pas de fin. Ici, le locuteur exprime de l'incertitude. C'est pourquoi il a eu recours au mode subjonctif dont la proposition subordonnée complétive. Incertitude, subjonctif. Mais il faut noter aussi qu'il semble qu'à la forme négative ou à la forme interrogative exprime l'incertitude et nécessite l'emploi du mode subjonctif dans la proposition subordonnée. Ce que nous avons vu, c'est l'emploi des temps et des modes dans la proposition subordonnée complétive. Or, pour la subordonnée circonstancielle, c'est généralement le sens du mot subordonnant qui décide le choix du mode. Le verbe de la subordonnée donc, peut alors être employé à l'indicatif, au subjonctif ou au conditionnel, selon le mot subordonnant de la proposition subordonnée circonstancielle. On va voir donc, je vais vous rappeler ces règles d'emploi modal et temporel à partir de l'exercice d'application suivant. Donc, la consigne, conjuguer les verbes des propositions subordonnées conjonctives mis entre parenthèses au mode et au temps convenable. Voici les phrases. Première phrase A. Je souhaite que les pays arabes, le verbe venir, en aide au peuple palestinien. Rappelez-vous, nous avons dans la proposition principale le verbe souhaiter. Donc, ça nécessite l'emploi du mode, bien sûr, subjonctif dans la proposition subordonnée. Donc, viennent en aide au peuple palestinien. Phrase B. Le ministre a souhaité que tout le peuple, le verbe répondre, à son appel au confinement. Donc, nous avons le même verbe souhaiter, qui nécessite l'emploi du mode subjonctif, mais cette fois-ci, il est conjugué au passé composé. Donc, et pour marquer cette concordance des temps, il faut conjuguer donc le verbe au subjonctif, bien sûr, passé, et répondu. Le ministre a souhaité que tout le peuple ait répondu à son appel au confinement. Maintenant, phrase C. Nous espérons que tous les peuples du monde, le verbe être, unis. Le verbe espérer, verbe de sentiment, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut utiliser dans la proposition subordonnée, bien sûr, le mode indicatif. Donc, ça porte sur le futur, le verbe être au futur, seront. Tous les peuples du monde seront unis. Passons à voir d'autres phrases. Phrase D. Certains pessimistes ne pensent pas que la justice et la paix, le verbe pouvoir, existaient de nouveau en Syrie. Alors, nous avons dans la proposition principale le verbe penser à la forme négative. Rappelez-vous que le verbe d'opinion à la forme négative nécessite l'emploi du mode subjonctif dans la proposition principale. Donc, le verbe pouvoir au subjonctif, c'est puisse.
Certains pessimistes ne pensent pas que la justice et la paix puissent exister de nouveau en Syrie. Je pense que dans quelques années, l'union des hommes, le verbe créer un monde meilleur. Donc, le verbe d'opinion à la forme affirmative nécessite l'emploi du mode indicatif, mais quel temps choisir? Vous avez ici l'indication dans quelques années, donc l'action porte sur le futur. On va choisir donc le futur du mode indicatif créera. Phrase F. Je ne suis pas certain que la radio, le verbe dire la vérité. De même, nous avons ici l'expression de l'incertitude. Je ne suis pas certain. Ça nécessite bien sûr l'emploi du mode subjonctif. Je ne suis pas certain que la radio dise la vérité. Phrase G. Il est nécessaire que les jeunes, le verbe avoir, confiance, ont la possibilité d'un avenir meilleur. Qu'est-ce qu'on a exprimé par cette tournure impersonnelle? Il est nécessaire que l'obligation, ce qui nécessite l'emploi du mode subjonctif et le verbe avoir au subjonctif présent. Deuxième exercice, je vous lis la consigne. Les phrases suivantes contiennent des subordonnées circonstancielles. On va travailler maintenant sur les propositions subordonnées circonstancielles. Je vous rappelle, tout à l'heure, on a dit que le choix du mode dans la subordonnée circonstancielle dépend du sens du subordonnant, dépend du sens du rapport chronologique exprimé dans la phrase. Donc, vous allez identifier le rapport logique, identifier la proposition subordonnée circonstancielle, puis vous allez conjuguer le verbe entre parenthèses au mode et au temps adéquat. Je vous présente les phrases. Phrase A. Si les gens demeurent inconscients, les conséquences, le verbe être, pernicieuses. On essaie d'identifier bien sûr la proposition subordonnée circonstancielle. C'est celle qui est introduite par un subordonnant. C'est ici. Si, d'accord? Donc, voici notre proposition subordonnée circonstancielle. Quel est le rapport logique exprimé par cette proposition subordonnée? Bien évidemment, c'est une proposition subordonnée circonstancielle d'hypothèse. L'action, donc, est une action où le fait ici, c'est un fait réel. Si plus présent indique qu'il s'agit de fait réel, parce que vous connaissez le mode indicatif, donc nous présente ici un fait réel. Alors, il faut donc choisir ici le verbe ou le conjuguer au futur du mode indicatif. Donc, je lis la phrase. Si les gens demeurent inconscients, les conséquences seront pernicieuses. La règle grammaticale nous dit que les faits ici sont réels, potentiels. Si plus présent, donc on utilise le futur de l'indicatif. Phrase suivante. Si les scientifiques avaient respecté l'éthique, ils n'euraient pas inventé des armes bactériologiques. Qu'est-ce qu'on remarque? Le contexte, le sens dans cette phrase. Donc, les scientifiques, en fait, ont inventé les armes bactériologiques. C'est le fait réel. Donc, les scientifiques, réellement, n'ont pas respecté l'éthique. D'accord? Il s'agit ici, par l'emploi de si, une expression de l'hypothèse qui exprime un fait irréel. Donc, si on essaie d'identifier notre proposition subordonnée, c'est si les scientifiques avaient respecté l'éthique. Voilà, c'est la proposition subordonnée circonstancielle d'hypothèse. On a exprimé un fait irréel qui porte sur le passé, parce que réellement au présent, ils ont créé ces armes bactériologiques. Ils n'ont pas donc respecté l'éthique. C'est pourquoi on doit utiliser dans la proposition principale le mode, bien sûr, conditionnel pour exprimer ce fait irréel qui porte sur le passé. L'irréel du passé n'aurait pas inventé. Ceci, on doit l'exprimer, bien sûr, par l'emploi du conditionnel passé. D'accord? La règle grammaticale nous dit
qu'il s'agit ici de faits irréels au passé. Il faut donc utiliser si plus que parfait, comme vous le remarquez ici, c'est le plus que parfait. Et dans la proposition principale, il faut utiliser le conditionnel passé. Passons aux phrases suivantes. Voilà. Phrase C. Au cas où vous, le verbe aider, les nécessiteux, vous, le verbe assurer une société équilibrée. Donc, nous remarquons bien que le subordonnant dans cette phrase, c'est au cas où. Donc, notre proposition subordonnée, c'est au cas où vous aidez, le verbe aider à l'infinitif, les nécessiteux. D'accord ? Et la proposition principale, c'est vous, le verbe assurer. On vous demande ici de conjuguer les deux verbes, celui de la principale et celui de la subordonnée. Pourquoi? Parce que la règle grammaticale nous dit que dans une phrase introduite dans une proposition subordonnée introduite par le subordonnant au cas où, on exprime dans ce cas, bien sûr, l'hypothèse. C'est une proposition subordonnée circonstancielle d'hypothèse qui nécessite l'emploi du mode conditionnel, le conditionnel présent dans les deux propositions. Donc, au cas où vous aideriez les nécessiteux, vous assureriez une société équilibrée. D'accord ? Passons à la phrase suivante. Certaines gens souffrent non qu'ils, le verbe être indigent, mais parce que des esprits intolérants et injustes, le verbe rejeter. Dans cette phrase, nous remarquons bien l'emploi de deux subordonnants, d'accord ? De deux propositions subordonnées circonstancielles. Là, donc, les deux expriment l'idée, bien sûr, le rapport logique de cause. La première est niée, introduite par non que, c'est une cause écartée, c'est pourquoi il faut utiliser le mode subjonctif. D'accord ? La règle grammaticale nous dit non que plus subjonctif. Mais parce que des esprits intolérants et injustes, le verbe rejeter, c'est la vraie cause, il faut recourir bien sûr au mode indicatif, donc rejette. Mais parce que indicatif plus indicatif, le verbe doit être conjugué donc au présent de l'indicatif. Dernière phrase, des milliers d'enfants sont exploités partout dans le monde, bien que les associations infantiles, le verbe faire, beaucoup d'efforts pour les aider. Donc, dans cette phrase, nous avons la proposition subordonnée qu'il faut identifier et qu'il faut la relever, c'est celle introduite par le subordonnant bien que. Voici la proposition subordonnée. Donc, avec bien que, on exprime le rapport logique de concession. Et dans ce cas, il faut utiliser le mode subjonctif. Donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de concession, introduite par bien que. Il faut utiliser donc le mode subjonctif. Voilà. Faire, c'est face. Des milliers d'enfants sont exploités partout dans le monde, bien que les associations infantiles fassent beaucoup d'efforts pour les aider. On va passer maintenant à faire un exercice de semi-production. Alors, notre support pour faire cet exercice, ce dernier exercice de semi-production, c'est une citation du texte de lecture qu'on a traité ensemble au cours de la première séance, donc une citation de François de Closet. Nous avons la possibilité de restaurer et sur de meilleures bases une société chaleureuse et fraternelle, affirme François de Closet. Voici la consigne. Complétez chacune des phrases suivantes en vous inspirant de la phrase de Closet. Attention à la concordance des temps. Donc, vous allez compléter les phrases suivantes
En vous inspirant de la phrase de Clauset que je vous ai lue tout à l'heure, nous avons la possibilité de restaurer sur de meilleures bases une société chaleureuse et fraternelle. Donc, inspirez-vous de cette phrase de Clauset et complétez les phrases suivantes. Première phrase, je pense que l'avenir, je souhaite que l'humanité, il est possible que le progrès. Donc, je peux vous aider un peu ici à compléter par exemple la première phrase. Si je suis optimiste, je dirais, donc, je pense que l'avenir de l'humanité sera meilleur et que les relations humaines seront chaleureuses. D'accord? Donc, complétez vos phrases à votre manière, d'accord, en vous inspirant donc de la citation de François de Clauset. J'espère avoir été utile. Nous aboutissons à la fin de notre séance. À bientôt.